Et maintenant, on va voir concrètement comment on fait pour se positionner, comment on fait pour acheter ses premiers bitcoins. J'ai l'impression d'être une tordue qui parle, mais vas-y, c'est pas grave. La question qui revient souvent et que je mets souvent en avant également, c'est qu'il faut éviter les exchanges. Mais pourquoi faut-il éviter les exchanges comme par exemple Binance, Coinbase ou Crypto.com? La réponse, elle est simple, c'est toujours le même problème de la confiance à un tiers. Quand le tiers est bon, qui gère correctement l'argent, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien et tout le monde est content. Le problème, c'est quand le tiers de confiance commence à faire n'importe quoi, ici en l'occurrence avec notre argent, et là en général, il est déjà trop tard. Parce que bien évidemment, les tiers de confiance, quand ils commencent à faire n'importe quoi avec votre argent, ils vont pas vous informer. Ils vont vous informer quand c'est déjà trop tard, à savoir quand ils sont déjà en faillite, ou quand le dirigeant s'est déjà barré avec la caisse, ou quand il est déjà en tôle. Là, à l'écran, il y a des petits exemples d'exchange qui se sont cassés la figure. Vous connaissez probablement l'exemple de FTX. Donc ça s'est passé fin 2022. Celsius également qui s'est cassé la figure. Mais même encore aujourd'hui, il y a des exchanges où il y a des doutes qui planent, des doutes de fraude, des doutes au niveau d'une mauvaise gestion. Peut-être qu'ils ont même aussi mal collatéralisé l'argent de leurs déposants. Donc il faut faire extrêmement attention avec un exchange. Effectivement, c'est très pratique, mais l'argent est centralisé et s'ils font n'importe quoi, vous perdez l'intégralité de vos fonds. Et c'est pas forcément dit que vous alliez le récupérer même s'il y a une procédure. Pour les clients de FTX et de Celsius, il y a eu des procédures. Les clients ont pu récupérer tout ou partie de leur crypto, mais il y a toujours un risque qui ne récupère rien. Donc voici pourquoi il faut faire très attention avec les exchanges. Ensuite, la deuxième raison, c'est que c'est tout simplement contraire à l'esprit de décentralisation de Satoshi Nakamoto. La blockchain Bitcoin a été créée pour éviter la centralisation. Et là, ce qu'on constate avec les exchanges crypto, c'est qu'ils reviennent vers de la centralisation. C'est complètement absurde. Je pense qu'en fait, le tour de force des exchanges, ça a été en fait de simplifier la blockchain au maximum et de rapprocher au maximum le monde du Web 3 du monde du Web 2. En fait, ils ont reproduit les usages du Web 2 pour faciliter l'adoption. C'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Le problème, c'est les travers qu'on vient de voir, à savoir mauvaise gestion, fraude, effondrement, etc. Donc pourquoi c'est contraire à l'esprit de décentralisation? Numéro 1, parce que c'est l'exchange qui va gérer vos cryptos. Et en fonction de la politique de l'exchange, soit c'est pas du tout vos cryptos, en fait vous croyez vous achetez des cryptos, mais en fait vous achetez un truc qui réplique la valeur des cryptos, donc il faut vraiment bien lire les conditions générales d'utilisation de l'exchange. Soit c'est l'exchange qui va gérer vos clés de sécurité, et c'est pas forcément mieux. Ensuite, niveau confidentialité, on repassera. C'est un tiers qui gère vos données privées, et donc ils peuvent livrer vos données privées à un autre tiers. Cet autre tiers, ça peut être l'État, ça peut être le fisc, ou tout autre tiers dont vous n'auriez pas connaissance. Ils peuvent également se faire hacker, donc se faire voler les données, en fonction de s'ils gèrent plus ou moins bien les données personnelles de leurs clients. Donc voilà pourquoi les exchanges, il faut se méfier. Je dis pas forcément qu'il faut les éviter à 100%. Je dis juste qu'il faut être conscient des risques. Ensuite, c'est une question de valeur. Est-ce que vous êtes aligné avec des valeurs de centralisation ou pas? Moi, je suis pas là pour juger, je suis juste là pour vous expliquer. Si vous trouvez que les exchanges, c'est très pratique et que ça règle vos problèmes, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mon rôle, c'est simplement de vous alerter sur les risques que ça représente. Bon, c'est bien, mais du coup, quelle solution reste-t-il si on ne veut pas passer par un exchange? Est-ce qu'on peut être 100% intraçable en crypto? La réponse est oui, mais commencer en 100% décentralisé dans la crypto, c'est possible, mais c'est très difficile. Globalement, je vais vous le dire, vous allez avoir 3 solutions. Soit on vous fait un don, c'est quand même assez limité parce qu'on va pas forcément vous faire un don de beaucoup d'argent. Ensuite, charge à vous d'aller faire fructifier cet argent, mais c'est quand même pas l'idéal. Soit il va bien falloir partir de monnaie fiduciaire pour aller l'échanger contre de la crypto. Et là, vous allez avoir 2 solutions. Vous allez avoir le peer-to-peer, donc avoir un échange physique avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous allez trouver quelqu'un qui a de la crypto et qui est d'accord pour vous le vendre contre de la monnaie fiduciaire. Il y a des plateformes qui existent, néanmoins c'est pas du tout régulé, autant vous le dire. Ça reste assez risqué, donc c'est quand même pas l'idéal. Ensuite, il va y avoir les ATM crypto, donc les distributeurs de crypto. C'est un peu comme des distributeurs de billets, mais en fait, vous allez mettre vos billets là-dedans et ça va vous envoyer des bitcoins ou tout autre crypto sur une adresse que vous allez indiquer. Vous pouvez également retirer sur les ATM. Maintenant, là aussi, c'est limité parce que vous n'allez pas pouvoir retirer une somme illimitée ou poser une somme illimitée. En général, en Union européenne, ça va être maximum 1000 euros, plus ou moins 1000 euros. Mais surtout, on peut pas dire que ce soit un 100% sans KYC, donc sans identification. Pour rappel, KYC, ça veut dire Know Your Customer, c'est tout simplement la procédure qui oblige les prestataires de services financiers à vous demander de décliner votre identité. Donc, il n'y a pas vraiment de KYC à proprement parler sur les ATM en général, mais pour pouvoir contrôler en fait la limite de retrait et de dépôt, il va bien falloir vous demander de vous identifier d'une façon ou d'une autre. Et en général, ce qui vous est demandé, c'est un numéro de téléphone. Donc en fait, on va vous envoyer un texto avec un code que vous allez devoir valider sur l'ATM et c'est comme ça qu'on va vous identifier. Le problème, c'est que la majorité des numéros de téléphone aujourd'hui sont tracés, sont raccordés à une identité
Pour info, en Union européenne, vous ne pouvez pas avoir un numéro de téléphone qui soit non identifié. Maintenant, bien évidemment, il y a des techniques pour avoir des numéros de téléphone non identifiés. Vous allez à Barbès, vous allez dans un boui-boui et vous vous arrangez avec le vendeur pour qu'ils identifient à votre place le numéro de téléphone sans donner de carte d'identité ni rien. Donc ça se fait. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir aller à Barbès ou dans un autre boui-boui peut-être proche de chez vous. Moi, je vous ai donné l'exemple de Barbès parce que je le connais. Et ensuite, aller dans un ATM. Et c'est simple, en France, il y a très peu d'ATM. Je crois qu'il y en a moins de 10. C'est vraiment ridicule. Vous allez dans d'autres pays, il y en a beaucoup plus. Moi, je sais qu'en Espagne, il y en a. Mais en France, allez savoir pourquoi, il y en a pas. C'est très peu répandu. Donc, vous voyez que rentrer en 100% intraçable dans la crypto, c'est quand même compliqué. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est commencer en centralisé, comme tout le monde, et ensuite passer en full décentralisé. Et là, si vous voulez vraiment pousser la logique jusqu'au bout, vous pouvez vous rendre intraçable. Je ne parlerai pas de ces solutions pour se rendre intraçable ici parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. Là, on parle vraiment d'un tuto pour pouvoir utiliser un wallet et Stackinsat. Mais sachez que dans Boost tes finances, j'en parle parce que bien évidemment, c'est un sujet qui est très important pour moi. Et j'ai exploré plein de techniques pour être intraçable. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez m'envoyer un DM pour rejoindre BTF. Et donc, si on commence en centralisé, comme tout le monde, il va falloir trouver des bons compromis. Et je trouve que Stackinsat, c'est un bon compromis. Donc déjà, première question, est-ce que Stackinsat est décentralisé? La réponse est non. Stackinsat, c'est une entreprise française qui est domiciliée dans le sud-ouest de la France. Et donc, ils sont soumis aux lois françaises. Ils sont obligés de vous demander de vous identifier. Ils sont obligés de faire un KYC. Ils sont soumis aux réglementations françaises et européennes. Ils subissent régulièrement des contrôles. Donc non, ce n'est pas décentralisé. C'est une respectable entreprise française. Je les apprécie beaucoup, je les connais personnellement. Et ils sont très accessibles. Donc c'est pas une solution qui est décentralisée, mais je trouve que c'est un bon compromis. Pourquoi? Parce que déjà, leur concept, c'est tout simplement l'achat de Bitcoin en récurrent ou pas, et la livraison sur votre adresse personnelle. Donc c'est une solution de centralisation qui est transitoire. Et moi, vis-à-vis de mes valeurs, je suis prête à accepter une centralisation transitoire. Ils ont également une solution de sauvegarde de crypto parce qu'ils se sont probablement rendus compte que le full décentralisé, c'est pas facile. Vous voyez, c'est compliqué. C'est une logique qui est différente. C'est aussi la raison de ce challenge, c'est de pouvoir vraiment faire de la pédagogie à fond. Mais en fait, ils se rendaient compte qu'il y avait beaucoup de clients en fait qui étaient perdus. Et donc du coup, ils ont proposé une solution de coffre-fort pour pouvoir en fait détenir les bitcoins de leurs clients à leur place. Mais en tout cas, le concept de base, c'est vraiment l'achat et la livraison sur votre wallet personnel. J'apprécie particulièrement leur solution. Pourquoi? Parce que moi, ça me permet en fait de mettre en place mon achat récurrent de bitcoin et de l'oublier. Donc, autant vous dire que c'est hyper passif. Moi, ça fait plus de 2 ans que je fais ça. Et je suis assez contente du résultat parce que, comme vous l'avez vu, la psychologie de marché, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important quand on investit, surtout dans la crypto, qui est un domaine où, en fait, qui est très volatile, où on est très facilement soumis à ses émotions. Le fait, en fait, de mettre en place un simple virement et d'oublier, ça permet, en fait, de se cloisonner de ce milieu qui peut être assez toxique et d'investir, en fait, silencieusement, tranquillement dans le Bitcoin sans se prendre la tête. Quand on regarde les performances passées du Bitcoin, on ne peut être que rassuré pour la suite. Maintenant, attention, gros disclaimer, bien évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Vous pouvez toujours perdre l'intégrité de votre investissement. Je ne saurais que trop rappeler que la crypto, c'est risqué. Voilà, je respecte la loi, je vous fais les disclaimers qui vont bien. À vous maintenant de prendre vos décisions à votre âme et conscience. Donc, si je récapitule, Stackinsat, le concept c'est quoi? Vous leur envoyez un virement et eux, ils se chargent d'acheter du Bitcoin à votre place et de l'envoyer sur votre wallet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir avoir un wallet. Alors, c'est quoi un wallet? Surtout si on n'est pas sur un exchange, comment ça marche? Vous vous souvenez que la blockchain, c'est votre coffre-fort. Vos fonds, ils sont écrits sur la blockchain. Sur la blockchain, vous avez une adresse dans laquelle il est écrit que vous possédez tant ou tant de Bitcoin. Donc en fait, la blockchain, quelque part, c'est votre coffre-fort. Ce qui vous permet d'accéder à vos fonds, ça va être votre phrase de sécurité, ces fameux 12 ou 24 mots qui vont vous permettre de débloquer l'accès à vos fonds. Ça, c'est comme si c'était votre clé. Et comment on fait pour faire l'interface entre les deux? Ce qui vous permet en fait de gérer vos clés et de visualiser vos fonds, ça va être un wallet. Et donc, la petite image, c'est que c'est comme un porte-clés. Donc, vous voyez, j'aime bien cette petite métaphore entre la blockchain, c'est le coffre-fort. Votre phrase de sécurité, c'est la clé qui permet d'ouvrir le coffre-fort. Et le wallet, c'est le porte-clés. C'est ce qui va vous aider en fait à gérer vos fonds. C'est tout simplement une interface visuelle entre vous et vos fonds. Parce que s'il n'y avait pas de wallet, en fait, il faudrait soit télécharger le logiciel Bitcoin, rentrer votre adresse, aller vérifier combien vous avez, etc. C'est pas forcément pratique. Aujourd'hui, il existe des explorateurs de blockchain qui facilitent ça, mais un peu la flemme aussi d'aller dans l'explorateur de blockchain, rentrer son adresse, c'est pas très intuitif. Donc du coup, les wallets en fait viennent régler ce problème. Ça vient en fait
faciliter la gestion de ses fonds. Et comme vous vous en doutez, il y a plein de wallets différents. Mais surtout, ce qu'il y a à garder en tête, c'est qu'il y a des wallets centralisés et des wallets décentralisés. Donc faites attention à ça. C'est pas parce qu'on appelle ça un wallet que tout de suite c'est décentralisé. Il y a des wallets, par exemple, qui sont attachés à des exchanges comme crypto.com. C'est centralisé. C'est centralisé, c'est hébergé. Il y a un mot dans le domaine crypto, on appelle ça du custodial. Donc custodial, ça veut dire hébergé. En fait, il va vraiment falloir aller de préférence vers quelque chose qui est décentralisé et uncustodial, c'est-à-dire non hébergé, non identifié, complètement décentralisé, etc., pour être vraiment tranquille. Deuxième disclaimer, c'est que tous les wallets ne supportent pas toutes les blockchains. Et oui, aujourd'hui, vous savez que des blockchains, il y en a partout, dans tous les sens. Donc il va y avoir des wallets qui vont supporter Bitcoin, des wallets qui vont supporter Ethereum mais pas Bitcoin, etc., etc. Et il va falloir vraiment faire attention à ça parce que, admettons, vous voulez envoyer des Bitcoins à une adresse que vous vous êtes créée sur MetaMask qui supporte par exemple par défaut Ethereum, ça va pas marcher. En fait, vos fonds vont être tout simplement perdus. Et là, attention, j'insiste là-dessus, si vous vous trompez d'adresse, vous allez perdre vos fonds. Donc faites attention à ça. Assurez-vous que quand vous voulez envoyer des fonds, c'est la bonne adresse de destination et surtout que l'adresse de destination est sur la bonne blockchain. C'est pas comme dans votre compte bancaire par exemple où quand vous vous trompez de virement, vous appelez votre banque et vous dites allô coucou, je me suis trompé, est-ce que tu veux pas me rapatrier mes sous? Là, ça va pas être possible. Le principe de la blockchain, c'est que vous soyez responsable de vos fonds, c'est génial, on est en décentralisé, mais du coup, si vous faites une bêtise, c'est trop tard. Donc, faites vraiment très attention à ça. Pas de panique, on va aller voir ça ensemble parce que c'est l'heure de faire le tuto. Donc, du coup, on va surtout parler des wallets Bitcoin. Là, je vous ai donné des exemples de wallets. En termes de wallet Bitcoin, vous allez avoir Green Wallet, vous allez avoir Exodus, vous allez avoir Blue Wallet. Donc nous aujourd'hui on va faire un tuto sur Exodus. Pourquoi? Parce que c'est un wallet du coup qui est non custodial, qui est décentralisé et qui aussi va vous donner la possibilité d'avoir d'autres types de blockchain. Donc potentiellement ça va aussi vous faciliter votre appropriation du monde de la blockchain en général. Et c'est parti, on passe sur un navigateur. Donc nous voici sur Brave. Moi j'utilise Brave, j'aime bien, c'est un navigateur qui est très sympa. Et la première chose que j'aimerais vous dire déjà, c'est qu'un wallet, vous pouvez l'avoir sur votre mobile. Donc forcément pour faciliter le tuto, là je vais le faire sur l'ordinateur. Mais vous pouvez aussi l'avoir en application, par exemple si vous êtes sur Mac. Et vous pouvez également l'avoir en extension de navigateur. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour Exodus, on va tout simplement taper Exodus Wallet. Donc c'est le premier résultat. On va le mettre en français. On va download et on va le mettre sur desktop. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Donc on va le download sur Mac, télécharger Apple Mac, je prends la première version. Je vais mettre dans mes téléchargements et c'est parti, ça télécharge. Donc là, ça finit de télécharger. Je fais glisser Exodus dans mes applications. Je vais voir mes applications. J'ai déjà 1000 versions, mais c'est pas grave. Et donc voilà. Exodus. Ok. Oui, je vais ouvrir. Youpi! Donc une fois que j'ai installé Exodus, je vais l'ajouter à mon navigateur. Hop, ajouter l'extension. Ensuite, vos extensions, vous pouvez y accéder depuis la petite pièce de puzzle ici. Hop, gérer les raccourcis. Boum. Parfait. Donc là, il va vous dire Create a new wallet ou I have a wallet. Donc, I have a wallet, c'est pour importer un wallet que vous avez déjà. Alors que ça soit Exodus ou toute autre chose. Là, je vous montre Exodus, mais ça peut très bien être autre chose. Vous pouvez faire la même chose avec Blue Wallet. Blue Wallet est encore plus simple, mais je n'ai pas voulu vous le montrer parce qu'il y a quelques petits problèmes avec le Lightning. Le Lightning, c'est encore autre chose. Je ne vais pas perdre du temps à vous expliquer ce que c'est ici, sinon, encore une fois, ça va être jamais fini. Mais vous pouvez faire la même chose avec Blue Wallet, vous pouvez faire la même chose avec Green Wallet, etc. Bien sûr, avec MetaMask, par exemple, sur Ethereum, ça va pas marcher parce que là, on parle bien d'une adresse Bitcoin. Donc, si vous voulez importer un wallet, il va falloir cliquer sur I have a wallet. Donc là, on va faire la manip depuis le début pour que vous créiez vous-même votre wallet. Donc là, on clique sur Create Wallet. On rentre un password, donc peu importe lequel. Donc là, j'ai mis un mot de passe random. Et là, il va falloir aller voir votre clé de sécurité pour pouvoir la mémoriser.
Parce que comme je vous le rappelle, un wallet c'est un porte-clés, c'est pas votre clé. Il va falloir aller trouver la clé. Donc, comment on fait pour aller sur Exodus? C'est un petit peu plus compliqué que sur d'autres wallets, parce qu'Exodus est vraiment complet. Donc, comment on fait? Vous allez ici sur les petits carrés. Et là, vous allez sur Security. Ensuite, là, il y a marqué Backup. View your 12 word secret recovery phrase. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Hop. Ok, il va falloir remettre le mot de passe. Et voilà. Donc là, on va avoir les mots de sécurité qui vont s'afficher. Donc là, il y en a 12. Ça peut arriver sur certains wallets que vous en ayez 24. Ça se fait un peu de moins parce que ça fait quand même beaucoup de mots, mais ça arrive. Donc ça, il va absolument falloir noter votre clé de sécurité. Notez-les s'il vous plaît sur un bout de papier. Faites pas l'erreur de faire un copier-coller et de vous l'envoyer par mail. Il existe aujourd'hui des algorithmes qui permettent en fait de détecter les suites de mots qui n'ont rien à voir et qui permettent du coup de suggérer que c'est une seed phrase. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se font péter leur wallet parce qu'ils se font pirater leur boîte mail parce qu'il y a des hackers en fait qui ont du coup deviné que lui il avait une seed phrase qui s'était envoyée par mail. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas ça sur un support numérique, écrivez-le sur un bout de papier. Savoir que du coup ce genre de wallet, on appelle ça un hot wallet. Un hot wallet, c'est quoi? C'est un wallet qui est connecté à Internet. Vous voyez là, il est sur mon navigateur. N'importe qui prend le contrôle de mon ordinateur va pouvoir accéder en fait à ma clé de sécurité. Même si j'ai un mot de passe, certes, c'est un niveau de sécurité supplémentaire, mais c'est un hot wallet, donc forcément c'est risqué. À l'inverse, il existe des cold wallets, c'est ce qu'on appelle les fameuses clés, par exemple les clés Ledger ou les clés Trésor, qui permettent en fait de stocker la seed phrase pas sur Internet. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Si ça vous intéresse, bien évidemment, BTF est là pour ça. Mais là, on va avancer sur le tuto. Donc, notez cette phrase sur un bout de papier quand vous l'avez. Donc là, c'est bon. Next. Ok, c'est parfait. Oula. Alors là, il va vous faire un petit contrôle surprise. Donc là, je vais faire un truc que je vous dis de pas faire. C'est vraiment le noter. C'est que je vais le noter, malgré tout, sur un petit bout de bloc-notes pour répondre à leur petit... challenge. Donc là, il va me demander quel est le mot numéro 12. Ok, c'est square. Pas du tout. D'accord. Ah non, j'ai rien compris. Je suis fatiguée. C'est quel de ces mots qui est dans ma seed phrase? Cross. Youpi. Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez, c'est bon, j'ai ma seed phrase, j'ai ouvert mon wallet, je vais pouvoir recevoir des fonds. Alors comment je fais pour recevoir des fonds? Eh bien, il va falloir trouver son adresse qui, comme je vous le rappelle, est une sorte d'IBAN. Donc on va sur son wallet et là, on va cliquer sur le petit portefeuille de Exodus. Tac. Et donc là, on est sur le petit portefeuille, on va cliquer sur Receive. Et là, il va falloir lui indiquer quel type de crypto je veux recevoir. Donc ce sera Bitcoin, bien évidemment. Et là, voilà. On va avoir un petit flashcode. Donc ça, c'est très pratique. Par exemple, si vous êtes sur un ATM, vous allez pouvoir montrer en fait votre flashcode sur l'ATM pour pouvoir rentrer votre adresse. Parce que comme vous pouvez le voir, une adresse, c'est long. Donc vous allez copier ça. Voilà, vous allez copier et c'est bon. Vous avez votre, entre guillemets, IBAN sur la blockchain. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est une longue suite de chiffres et de lettres. Et dès que vous voulez recevoir des fonds, vous allez indiquer cette adresse-là. On va faire comme si on voulait s'envoyer un virement. Il va falloir du coup copier cette adresse et cliquer sur Send. Ok, vous voulez send quoi? Vous voulez send des bitcoins. Il va falloir du coup copier-coller du coup l'adresse que je vous ai indiquée. Tac. Faites attention, hein, si vous mettez un espace en trop, là il va vous dire attention, l'adresse est invalide, c'est normal, il y a un espace en trop. Attention à pas effacer les dernières lettres, vérifiez bien que c'est la bonne adresse. Là c'est bon, c'est la bonne adresse. Et là, vous allez du coup indiquer le nombre de BTC que vous voulez envoyer. Vous mettez le maximum. Bon, là, j'en ai 0. Mais voilà, vous avez appris à faire un virement. Donc, on va refaire un petit tuto comme ça rapidement avec un autre wallet. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous avez créé votre wallet sur Exodus que vous êtes obligé d'importer un wallet sur Exodus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, la blockchain Bitcoin, c'est votre coffre-fort. Votre clé de sécurité, elle va être valable, que ça soit Exodus, que ça soit Blue Wallet, que ça soit Green Wallet, peu importe. Donc là, on va aller faire comme si on voulait importer ce wallet-là sur un autre wallet. Donc on va aller chercher Green Wallet par exemple.
je télécharge. Donc je télécharge. On met notre ami dans les applications. Youpi. Normalement c'est bon, je l'ai. Ok. Alors j'ai jamais utilisé Green Wallet. Donc on en est tous au même point. On est ensemble. Ok, oui, je veux ouvrir. Ok, create a wallet, restore wallet. Et donc on va cliquer sur restore wallet. Donc on met restore wallet. On part bien d'un Bitcoin wallet. Et là, vous vous souvenez, on va mettre nos petits mots de sécurité. Ok, donc en numéro 1, on a cross. Ah! C'est horrible ce truc. Ok, alpha. C'est marrant, il me fait des suggestions. A few moments later. Il y avait ma tête en dessous. Continue. Wallet found. On va set une new pin, on va mettre 000. On va mettre 0 partout. Parce qu'on s'en fout. Et voilà. On a du coup importé le wallet qu'on a créé précédemment sur Exodus. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir le même wallet. Donc si vous n'aimez pas la gueule d'Exodus, et bah tant pis, vous pouvez en créer un autre. De toute façon, l'important c'est d'avoir les clés de sécurité. Après, vous pouvez, comme vous l'avez vu, restaurer votre wallet sur n'importe quelle autre application qui vous convient. Donc youpi, on a une adresse Bitcoin. C'est génial. Donc on va retourner sur Exodus. Parce que moi j'aime bien Exodus. Donc, allez, ouvre-toi Sésame. Donc on va maintenant paramétrer Stackinsat. Donc il va falloir bien évidemment avoir sa petite adresse Bitcoin. Voilà, elle est ici, on se la remet là. Ok, elle est bien là. Et maintenant, on va s'ouvrir un compte sur Stackinsat. Et là, vous allez ouvrir le lien que je vais vous mettre. Donc c'est un lien d'affiliation pour Stackinsat. Je vous le dis en toute transparence, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez ne pas l'utiliser, mais en tout cas, vous savez que c'est un lien d'affiliation. En tout cas, vous pouvez l'utiliser comme ne pas l'utiliser, vous faites ce que vous voulez. Sinon, vous pouvez taper Stackinsat sur Google. Voilà, vous cliquez. En général, c'est le premier résultat. Et vous allez ouvrir tout simplement un plan épargne Bitcoin. Vous êtes un particulier. Et là, vous allez mettre vos différentes informations, blablabla, date de naissance, etc., etc. Donc moi, je l'ai déjà fait. Je ne peux pas faire 2 fois. Là, vous êtes censé mettre un code de promotion. Vous allez l'avoir puisque je vais vous le donner. Mais en général, si vous avez cliqué sur le lien, c'est pris en compte. Vous allez du coup indiquer votre mail et un mot de passe. Et là, vous allez pouvoir faire votre procédure de KYC. Donc, Know Your Customer. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est une entreprise française. Elle est soumise aux lois françaises, donc elle est obligée de vous demander de décliner votre identité. Ça, c'est tout simplement les lois lutte contre le blanchiment d'argent et lutte contre le financement du terrorisme. C'est comme ça que ça s'appelle. Les prestataires de services financiers sont obligés de vous demander toutes vos informations, mais un certain nombre de questions aussi, genre d'où proviennent vos fonds, etc. Est-ce que ça vient de vos salaires? Est-ce que ça vient de prestations sociales, etc., etc. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. Toute entreprise en Union Européenne doit vous poser ce genre de questions. Donc comme moi j'ai déjà fait tout ça, je peux pas avoir 2 comptes. On va aller directement sur mon compte pour que je vous montre exactement comment ça marche. Donc là on est sur mon compte Stackinsat et en fait voilà, c'est assez simple. Vous allez avoir la valeur totale de votre épargne, bien évidemment c'est masqué. Ce qui est intéressant avec Stackinsat, c'est que vous allez pouvoir suivre la valeur de votre investissement et donc du coup la prise de valeur de votre investissement. Et je trouve que ça c'est plutôt assez satisfaisant. Et donc là moi j'ai déjà bien évidemment plusieurs plans épargne. Vous allez en ouvrir un nouveau et vous allez cliquer sur ouvrir un plan épargne. Je vais l'appeler Démo Challenge. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, Stackinsat a mis en place une solution de coffre-fort. Donc ça, c'est vraiment, je pense, orienté grand débutant pour les personnes en fait qui ne savent pas encore très bien gérer les wallets décentralisés. Mais nous, en tout cas, on va utiliser la version classique où en fait, ils achètent à votre place et ils vous livrent les bitcoins sur votre wallet. Et c'est là qu'on va devoir indiquer l'adresse de réception. Donc l'adresse qu'on a récupérée tout à l'heure sur Exodus, on va la mettre ici. Vérifiez bien que c'est la bonne et on valide. Là, il va falloir du coup choisir quel type de PEB vous voulez. Je vous laisserai regarder exactement les différentes offres. Donc j'ai cliqué là-dessus. Ça, c'est si vous souhaitez faire un achat récurrent ou ponctuel. On va dire qu'on va faire un achat récurrent.
Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez placer à partir de 10 euros tous les mois. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool. C'est une somme qui est, à mon sens, 1 $, 10 euros. Je pense qu'on peut tous réussir à faire quelques petites économies pour commencer à placer dans le Bitcoin. Donc c'est ça que j'apprécie, c'est que c'est vraiment très très débutant friendly. Les gens qui ont un petit peu peur, qui savent pas exactement combien ils ont envie de mettre, voilà, vous pouvez commencer avec 10 euros, c'est plutôt pas mal. On continue. Et voilà. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement un virement récurrent à Stackinsat. Vous allez devoir rentrer le RIB de Stackinsat dans votre compte bancaire pour paramétrer un virement de 10 euros par mois. Et attention, il va bien falloir mettre le code de suivi dans votre nom de virement. Limite, ne mettez rien d'autre. Mettez simplement le code de suivi. Eux, ça va juste les aider en fait à vous retrouver, à vous dire, ok, donc ces 10 euros là, ils appartiennent bien à telle personne, donc on va lui envoyer sur telle wallet, etc. Donc de toute façon, il y a what 1000 explications ici, je vous laisserai regarder. Et là, c'est bon, on retourne à son espace client et son virement récurrent est paramétré. Donc voilà, tous les mois, vous allez recevoir sur votre petit wallet les 10 euros. Bien évidemment, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà des wallets et là, c'est vraiment pour la démo. Mais en tout cas, vous voyez quand même à quel point c'est simple quand on a compris comment ça marche. J'espère en tout cas que ça vous a aidé.